Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à toutes et à tous, peut-être. Bienvenue dans ce nouveau podcast Instant Maternel. Et aujourd'hui, nous avions envie de parler de votre périnée, parce qu'on ne le connaît pas toujours très bien, parce qu'on en parle généralement le jour où il nous fait faux bon, et parce que l'importance du périnée vaut la peine que nous lui dédions un podcast. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui Pauline, qui est sage-femme libérale. Bonjour Pauline. Bonjour. Et qui est donc spécialiste, entre autres, du périnée et qui va pouvoir nous en parler, lever les tabous et répondre à toutes les questions que vous vous posez ou qu'on voit sur les forums et toutes les questions que reçoit naturellement Pauline dans l'exercice de son activité quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est ce périnée, Pauline ? Alors, le périnée, en fait, c'est tout un ensemble de choses. C'est tout ce qu'on a entre les jambes, en fait. On a le bassin, l'os du bassin, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a autour, c'est le périnée. Donc, en fait, ça implique les organes, ça implique aussi les différents tissus, la peau, les muqueuses, mais aussi les muscles du périnée. Et c'est souvent ça dont on parle quand on parle de rééducation du périnée. On parle de ces fameux muscles du périnée. D'accord, donc ils se situent entre les jambes, voilà, à l'intérieur du bassin. Voilà, exactement. Il y a tout un tas de petits muscles accrochés un petit peu partout au niveau du bassin. D'accord. Et le périnée, on en parle souvent au moment de la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'il est fortement sollicité à ce moment-là, en fait. La grossesse reste un gros traumatisme pour ce périnée, du fait du poids supplémentaire du bébé, qui grossit dans le ventre et en partie dans le bassin, qui crée une pression supplémentaire au niveau de ce périnée. En fait, les muscles sont sursollicités à ce moment-là. Et surtout, le fameux accouchement, par voie basse notamment, le bébé passe à travers en fait ce périnée, donc forcément crée de potentiels dégâts. Ah d'accord. Et comment on peut savoir, ou est-ce qu'il est possible de savoir, avant la grossesse ou en début de grossesse, avant l'accouchement en tout cas, si notre périnée est assez tonique pour endurer ces quelques mois traumatisants? Malheureusement, c'est vrai qu'on ne teste pas le périnée des femmes, par exemple, lors des consultations, que ce soit gynécologiques ou des consultations de grossesse. On a tellement d'autres choses à faire que c'est vrai qu'on en parle peu. Personnellement, j'essaye d'en parler parfois à mes patientes, mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, c'est vrai qu'on découvre son périnée après l'accouchement. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on ne connaisse pas son périnée, en fait, avant. Parce que si on connaissait avant, il y aurait un moyen de faire que les choses soient moins dramatiques que si on s'en occupe pas. Moi, je vois vraiment la différence entre les patientes qui connaissent leur périnée et celles qui ne le connaissent pas. Celles qui connaissent leur périnée, quel que soit l'accouchement, même s'il a été fortement traumatique, ça va toujours plus vite et ça se répare toujours mieux. D'accord. C'est un muscle. Un muscle, ça se travaille tout simplement en le contractant de façon régulière et spontanée. Donc celles qui savent déjà contracter leurs muscles, celles qui savent déjà faire leurs exercices, forcément, derrière, elles gagnent du temps. C'est toujours pareil. Il y a de l'éducation en moins à faire, en fait. Et ça, cette éducation, c'est la sage-femme qui la délivre pendant le suivi de grossesse, ou c'est quelque chose que toute fille devrait savoir et que finalement on devrait nous apprendre presque à l'école? Comment faire pour que... Dans un monde parfait, en effet, ce serait à l'école ou dès qu'on en parlait aux jeunes filles ou à l'adolescence, en tout cas, parler du périnée dès ce moment-là serait une bonne chose, en effet. Bon, pour celles qui ne le connaissent pas, il n'est jamais trop tard pour apprendre. De toute façon, hein, c'est comme ça. Et souvent, après un premier accouchement, c'est là que les femmes découvrent en effet leur périnée. D'accord. Et justement, comment on fait après cette grossesse, après cet accouchement, qui ont pesé fortement, on l'a vu sur le périnée, est-ce que la rééducation périnéale est obligatoire, fortement conseillée? Fortement conseillé. Pas obligatoire, rien n'est jamais obligatoire évidemment, mais c'est vrai qu'on le conseille fortement à toutes les femmes, ne serait-ce que pour faire le point, même si elles n'ont pas de soucis, de fuite urinaire, etc.
faire le point sur leur périnée, leur montrer ce que c'est, leur dire que il faut le solliciter, c'est déjà énorme. Ouais. Et comment se passe cette rééducation justement? Tout simplement, c'est pas si... En tout cas, on essaye de rendre ça le plus simple possible parce que surtout celles qui viennent d'avoir un enfant en général, elles n'ont pas beaucoup de temps pour elles. Donc la première consultation, c'est vraiment un bilan où justement on pose des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des soucis ou pas? On fait un premier examen clinique pour évaluer l'état des lieux, en fait, dans quel état est le périnée. Et après, en fonction de cet état des lieux, on va donner des différents exercices, on va utiliser différentes méthodes pour le rééduquer. D'accord. Et on parle souvent de sondes ou de méthodes manuelles. Voilà. Voilà. Il y a des écoles de sages-femmes qui sont plutôt pour la sonde, d'autres pour le manuel. Enfin, comment... Ça dépend un petit peu de notre formation. C'est vrai qu'il y a plein de façons de rééduquer le périnée. L'idéal, c'est de toute façon de faire un premier bilan et déjà de voir dans quel état il est et après d'adapter au mieux la rééducation du périnée. Donc après, c'est la sage-femme. Concrètement, je le pose la question pour les auditrices parce que j'en ai même fait, donc je vois à peu près comment ça se passe. Mais très concrètement, pour la femme enceinte là qui nous écoute et qui a sa première grossesse et qui se dit qu'est-ce qui va m'arriver après. Ça veut dire quoi cet examen clinique? Et ensuite, que ce soit une sonde ou manuel, quel est ces exercices qu'on nous demande de faire? Alors l'examen clinique, alors bon, il y a d'abord l'interrogatoire qui est quand même très important, de savoir si la femme est gênée ou pas, s'il y a des choses qui l'embêtent. Donc il y a tout un tas de questions, fuite urinaire, impériosité, etc. Et après l'examen clinique, c'est un toucher vaginal. Alors pas le toucher vaginal gynécologique, on va chercher le col, tout ça, on s'en fiche, c'est vraiment un petit toucher vaginal et on va demander à la patiente tout simplement de serrer nos doigts. Et en fait, en serrant les doigts, on va sentir la tonicité du muscle et son maintien. Est-ce que ça serre fort ou pas? Est-ce que la patiente arrive à tenir la contraction suffisamment longtemps? Et à partir de là, on va dire si le périnée a été abîmé ou pas, s'il est suffisamment tonique ou pas, etc. Et là, la sage-femme va décider de la méthode qu'elle va utiliser. Alors là, encore une fois, il y a différentes écoles, donc chacune fait un peu, comme elle a appris. Moi, personnellement, je fais soit des exercices manuels uniquement, quand le périnée va bien, je n'ai pas besoin de le réparer, donc je donne aux patientes quelques exercices à faire, le plus simple possible pour que justement elles puissent le reproduire au mieux à la maison. Et si le périnée est un petit peu abîmé, j'utilise une sonde d'électrostimulation. C'est tout con, c'est comme, vous savez, les gars qui mettent des électrodes sur les abdos là pour les renforcer. Là, c'est pareil. Bon, au niveau vaginal, forcément, c'est de là qu'on parle. Mais donc, ça stimule en fait le muscle, ça le réveille. J'appelle ça un peu le réveil musculaire. Et en parallèle, on fait les fameux exercices manuels pour que la patiente puisse entretenir son périnée sur le long terme. Et ces petits exercices, c'est ceux qu'on peut faire n'importe quand, enceinte, pas enceinte, voilà, tout le temps, de façon le plus spontanée possible. Il ne faut pas que ce soit contraignant de contracter son périnée. On a suffisamment de contraintes comme ça dans la vie. Il faut vraiment rendre ça simple et presque réflexe en fait. Oui, on le sait toutes, mais après on oublie. Une question que je me pose, est-ce que les sages-femmes, est-ce que vous par exemple, vous contractez souvent votre périnée en dehors tout le temps. Mais mine de rien, oui, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un rappel permanent. C'est-à-dire que forcément je dis à mes patientes contracter. Bon, je le fais. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si mes collègues le font aussi, je ne leur demande pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Mais voilà, c'est vrai qu'on a cet avantage-là. Mais j'essaye de donner, en tout cas, moi, à mes patientes, des exercices justement assez concrets. Pas faites-moi 5 minutes d'exercice par jour. Ça ne marche jamais. On n'a pas 5 minutes par jour pour faire des exercices pareils. Mais plutôt l'associer justement à des gestes du quotidien qui sont répétitifs, qui sont fréquents, on associe une contraction du périnée. Ça peut être dans la voiture, ça peut être le soir en se brossant les dents, ça peut être en regardant la télé. Bref, des petits mouvements comme ça, simples, où on se dit... que ce soit automatique, je me brosse les dents, je vais contracter mon périnée. À chaque fois, je contracte mon périnée. À chaque fois que je fais ça, je contracte mon périnée. Des fois, ça marche. Ça parle. J'espère que ça parle à beaucoup de personnes. Parfois, malheureusement, même avec ça, les patients n'arrivent pas à trouver le temps de faire leurs exercices, mais bon, ça après, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et justement, on a le choix entre faire sa rééducation avec une sage-femme ou avec un kiné. Tout à fait. Quelle est la différence?
Ça va être surtout une différence de méthode, je pense. Clairement, les kinés n'examinent pas ou peu les patientes. Donc, il n'y a pas cet examen clinique, il y a moins comment dire, ils ont moins la spécificité, en fait, sauf qu'ils se sont spécialisés dans la rééducation du périnée. Il y a certains kinés qui le font. Mais sinon, ils font de la rééducation en général. Et c'est vrai que moi, les patientes qui m'ont dit, j'ai déjà fait de la kiné, en général, elles m'ont dit, il m'a filé une sonde, j'étais dans un coin et puis basta. Je trouve ça toujours moins efficace que l'explication, l'entretien, etc. qu'on peut nous donner en tant que sage-femme. Mais il y a des kinés spécialisés dans la rééducation du périnée qui font ça très bien aussi. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Il faut trouver une personne spécialisée. Et c'est vrai qu'en tant que sage-femme, nous, en général, c'est notre domaine, quoi. Oui, bien sûr. Et je reviens sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. Je me doute de la réponse, mais est-ce que le périnée est plus ou moins abîmé, ou peut-être si ce n'est pas abîmé, sollicité en fonction de la manière dont on va accoucher? J'imagine que oui. Ça joue, oui, bien sûr. Ça joue, mais des fois, on est étonné. Des fois, il y a une patiente qui va avoir eu 7 accouchements par voie basse de gros bébés et son périnée sera nickel. Et une autre qui a accouché une fois d'un petit bébé et son périnée est abîmé. Donc, il n'y a pas que ça, mais en effet, l'accouchement joue. Ouais. Et celle qui accouche par césarienne, du coup, il y a quand même la grossesse qui a pesé sur le périnée. Il y a quand même la grossesse. Donc, en effet, il peut y avoir déjà des lésions au niveau du périnée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'avantage de la césarienne, c'est ça, c'est que ça préserve un peu le périnée. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Donc, voilà. D'accord. Et l'épisiotomie, c'est le périnée qu'on... Exactement, oui, tout à fait. Qu'on coupe. Voilà, l'épisiotomie, c'est quand la sage-femme ou le médecin coupe une partie du périnée pour laisser passer le bébé. Pour éviter en général, c'est pour éviter qu'il y ait des déchirures plus importantes. Et c'est vrai que cet acte fait que ce sont les 3 plans du périnée qui sont coupés, c'est-à-dire la peau, les muqueuses et le muscle. Enfin, une partie du muscle. Donc c'est vrai que ça abîme un petit peu, forcément, il y a une lésion. Et est-ce que ça retarde la rééducation périnéale, le temps de bien cicatriser, j'imagine? Non, parce que la rééducation du périnée, de toute façon, on attend un petit peu après l'accouchement pour la faire. C'est entre 6 à 8 semaines après l'accouchement. Donc là, en général, les patientes ont bien cicatrisé. D'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus, sauf problème annexe, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Plus nécessaire la rééducation? Oui. Donc ça fait partie des critères, en effet, pour d'autant plus faire la rééducation, en effet. D'accord. Est-ce que vos patientes vous posent d'autres questions sur la rééducation périnéale, le périnée, ce qu'il faut faire avant, après? Mais j'ai parfois avant. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de faire de contracter leur périnée avant? Parce qu'elles disent, je veux pas avoir un périnée trop tonique pour l'accouchement, pour que le bébé passe. Et ça, en général, ça c'est une croyance un petit peu fausse. Il faut avoir un périnée tonique pour l'accouchement. La tonicité du muscle aide le bébé à sortir. D'accord. Ce qu'il faut avoir, c'est un périnée souple. C'est-à-dire que la peau du périnée, il faut qu'elle soit souple. Donc on peut faire des massages du périnée pour l'assouplir un petit peu avant. C'était vraiment Voilà, exactement. Deux petites choses très intéressantes en effet, la tonicité et la souplesse. D'accord. Et pour chacune d'entre nous, on dit que le sport peut être dangereux, pas dangereux, mais mauvais pour le périnée. C'est très mauvais pour la santé, le sport. Alors ça dépend des sports, mais en effet, quand on fait du sport, qu'est-ce qui se passe? En général, on sollicite fortement la sangle abdominale, donc en fait, on pousse sur les abdos. Si je pousse sur mes abdos, systématiquement, je pousse aussi sur mon périnée. D'accord. Ça met une pression supplémentaire sur le périnée. Donc, ça peut potentiellement l'abîmer. Sauf si on le contracte en même temps. C'est-à-dire que je vais pousser dessus, ok, ça c'est comme ça, mais par contre derrière, je vais en même temps contracter mon périnée pour éviter qu'il soit trop sollicité. D'accord. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu. Oui, si, je visualise, mais du coup c'est quelque chose qu'on doit tout avoir en tête. Oui. Quand je fais du sport, en tout cas quand je sollicite fortement ma sangle abdominale, je contracte le périnée. Je contracte le périnée en même temps. Ça, c'est un automatisme à avoir. Moi, en gros, quand je vois des patientes très sportives, je parle des très très sportives, c'est quitte ou double. Soit elles ont un super périnée parce qu'en effet, elles le contractent en même temps qu'elles font leurs exercices. Et là, dans ce cas-là, c'est nickel, j'ai rien à leur dire.
soit en effet elles ne sollicitent pas leur périnée et là c'est catastrophique. Ouais. J'ai déjà eu des jeunes femmes qui n'avaient pas accouché et qui avaient déjà des problèmes à ce niveau-là parce que trop de sport, parce que trop de sollicitation, Ah oui. alors qu'elles n'avaient même pas encore accouché. Et justement, on l'a un peu évoqué, mais sans en parler vraiment, quelles sont les conséquences d'avoir un périnée pas assez tonique et trop relâché pour la vie quotidienne en tant que femme? Fuite urinaire en premier, Oui. fuite anale aussi, on en parle peu, mais malheureusement ça existe aussi, et descente d'organes. Ah, donc il y a un lien avec la descente d'organes. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Le périnée maintient les organes à leur place aussi. C'est un rempart à faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Donc, si le muscle n'est pas suffisamment costaud pour les maintenir à leur place, ils peuvent se faire la balle. D'accord. Ce qu'on appelle médicalement parlant, c'est un prolapsus en fait. Oui. C'est voilà le nom médical de descente d'organes, ce qui est en effet très charmant. Oui. Donc on va toutes contracter. Voilà, le mais en périnée. général, quand je dis descente d'organes, spontanément, en général, le périnée se serre, vous voyez, on a un petit réflexe comme ça. Ouais. Des fois, je dis à mes patientes, tapez prolapsus sur Google en mettant image, vous allez rééduquer votre périnée spontanément. Très Ça va bien. le faire. Et donc, du coup, dans l'éventail de vos patientes, j'imagine qu'il y a quand même une large part de futures mamans ou de jeunes mamans. Bien sûr, oui. Mais j'imagine aussi que vous avez tous les âges, parce qu'on peut Tout à fait. éduquer à tous les âges, non? J'ai à peu près 2/3 de postpartum immédiat, c'est-à-dire qu'on a fait de patientes qui viennent d'accoucher il y a quelques semaines, quelques mois, et le petit tiers de patientes un peu plus âgées, donc ça peut être, qui viennent pas après leur accouchement, elles ont déjà accouché, mais elles viennent quelques années après leur accouchement parce qu'elles ont souvent des problèmes, malheureusement. Là, quand elles viennent, c'est directement parce qu'elles ont un problème. Oui, voilà. Donc ça peut aller de 30 à 70, 80 ans, je sais plus la plus âgée, je ne sais plus quel âge elle avait, mais 70, 80 ans, il me Mais du semble. coup, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop à tard. 75 ans. Il n'y a pas de problème, il faut pas attendre que ce soit catastrophique. C'est-à-dire faut pas attendre que vraiment les fuites deviennent handicapantes ou voire même qu'il y ait ces fameuses descentes d'organes. Il faut venir dès les premiers signes. En général, les premiers signes, c'est fuite urinaire sur une quinte de toux, sur un éternuement ou ce genre de choses. Il faut venir. D'accord. Avec une prescription médicale. Bien sûr. Donc ça c'est le message, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Oh là là, j'ai mal fait ma récup. Voilà, ça sert à rien. Et ça y est, c'est fini pour la vie. C'est ça. Il faut venir s'entraîner. Voilà, et il n'y a pas d'âge pour consulter une sage-femme de toute façon. Oui, c'est vrai. Après. Exactement. Une sage-femme accompagne la femme dans toutes les étapes. De l'adolescence jusqu'à la fin. Bon, super. Eh bien, je pense qu'on a fait quand même un tour assez intéressant de la question, même si on n'a peut-être pas tout traité. Je vous remercie. On pourrait en parler pendant des heures de ce périnée, mais déjà, c'est pas mal. Pour le contractant, par contre. Évidemment, c'est important. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast qu'on a dédié à notre périnée. Et puis, à bientôt sur les ondes du podcast Instant Maternel. Au revoir. Super.